Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège des anciens qui disent depuis 10 ans je vais rentrer. Depuis 10 ans, depuis toujours je vais rentrer. Au final, ils vont rentrer entre 4 planches parce qu'on va les enterrer. Ils vont rentrer pour qu'on les enterre, malheureusement. C'est ce qui arrive souvent. Aujourd'hui, quel conseil pourrais-tu donner à une personne de la diaspora, un Africain qui a ce désir-là de rentrer en Afrique, mais aujourd'hui se retrouve toujours plus ou moins bloqué par le salariat, ne sait pas par où commencer? Quel conseil pourrais-tu donner à cette personne? Ça dépend des cas. Il y a beaucoup de cas là-dedans. Il y a des gens à qui je vais dire très clairement, c'est pas pour toi. Parce qu'en fait, j'aime souvent dire aux gens, première chose, s'il faut qu'on te convainc de rentrer en Afrique, c'est que tu n'es pas prêt. Et moi, je ne suis pas là pour faire du babysitting. C'est-à-dire, soit tu sais déjà que c'est là que les choses se passent. Et à ce moment-là, on peut parler de comment, effectivement, on fait pour y aller. Soit tu es encore en mode, oui, mais peut-être que l'Europe est bien. À ce moment-là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt parce que si tu y vas dans cet état-là, tu vas trouver toutes les raisons de ne pas rester. Parce que tu vas trouver que, oh, mais il n'y a pas ça en Europe, il y a ça en Europe, ainsi de suite. Tu vas dans une vision comparative qui va empêcher que tout soit efficace. Par contre, pour ceux qui savent déjà, ceux qui ont compris que c'est the place to be, c'est là qu'il faut aller, c'est là que les choses se passent, j'aime leur dire, la première chose, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. Je veux dire, l'Afrique ne fuit pas. Il ne faut pas se mettre la pression. Mais les opportunités, elles fuient. C'est clair. Par contre, c'est ce que je voulais dire justement. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège des anciens qui disent depuis 10 ans, je vais rentrer. Depuis 10 ans. depuis toujours, je vais rentrer. Au final, ils vont rentrer entre 4 planches parce qu'on va les enterrer. Ils vont rentrer pour qu'on les enterre, malheureusement. C'est ce qui arrive souvent. Il faut commencer par déjà te demander qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, quel est le meilleur pays pour le faire. Et il y a des datas en ligne et aller déjà découvrir le pays. C'est important de se sentir bien dans le pays. C'est important parce que quand tu vas vivre avec des gens autour de toi, et si tu ne parles pas la langue, ça va être un frein. Parce que c'est pour ça que les gens rentrent en Afrique francophone, parce qu'on parle français. Ceux qui parlent anglais rentrent en Afrique anglophone, parce que la langue était un point très important. Moi, j'ai par exemple, au début, hésité entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Mais j'ai rapidement éliminé le Sénégal à cause du Wolof. Quand tu es au Sénégal et que tu me parles, j'aime beaucoup le Sénégal, c'est un pays magnifique. Mais c'est difficile de diriger une équipe qui parle une langue que tu es le seul à ne pas comprendre. Tu as une exclusion naturelle. Moi, je me suis retrouvé à plusieurs reprises au Sénégal à être bloqué quand je prends un taxi parce que le chauffeur ne comprend pas un mot de français. Wow. Mais je ne dis même pas un mot de français. Je dois à ce moment-là appeler mon correspondant sénégalais, passer le téléphone au chauffeur pour qu'il lui explique où je vais. Donc tu vois, non, je me suis dit non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc je peux pas. Donc tu peux dire que c'est un élément qu'il faut prendre en considération. L'endroit où tu vas, la langue, la culture, l'acceptation de cette culture, le fait que tu t'y sentes aussi comme chez toi. Parce que les gens avec qui tu vas bosser, ils doivent se sentir aussi à l'aise avec toi. S'ils sentent que tu es quelqu'un qui est de chez eux, de proche, quelqu'un, c'est pas pareil que s'ils te voient comme étant quelqu'un de loin. Donc je dirais, détermine ce que tu veux faire. Et il y a beaucoup de secteurs. Soit tu veux faire quelque chose que tu fais déjà ici. Et là, c'est plus simple. Tu vas juste ouvrir un cabinet pour développer ton expertise au pays. Soit, deuxième cas de figure, tu es ouvert à tout. Et à ce moment-là, tu regardes les balances commerciales, par exemple. Tu vois tout ce que le pays achète. Et à partir de là, tu vois dans ce qu'il achète, qu'est-ce que tu peux faire. Et il faut te poser une question très importante. Qu'est-ce que je peux faire sur place et être compétitif? Parce que parfois, produire sur place est plus cher que importer. Il ne faut pas tomber dans le piège d'aller justement, par exemple, dans le poulet, il y a des pays où ce n'est pas intéressant de produire le poulet sur place parce que le pays importe tellement que le poulet importé coûte très moins cher, moins cher. Et donc, il faut avoir cet équilibre-là. Qu'est-ce que le pays importe et que je peux produire sur place et être compétitif? Mais à partir de là, si en plus dans le pays, tu matches bien, va quelques fois pour commencer à te préparer à lancer ton projet. Et puis, quand tu as fait tes 3-4 voyages, décide d'une date à laquelle tu vas te lancer. Il faut décider d'une date. Et rentrer définitivement? Non, au moins d'abord pour 3 mois. Ok. Un long séjour, parce que tu ne lances pas une boîte et tu pars le lendemain, ça ne sert à rien. Tu lances et tu es au moins sur place pour tester. D'accord. Vraiment. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, en vantant l'entrepreneuriat, parlent beaucoup de liberté. Est-ce que tu partages déjà ce point de vue, que l'entrepreneuriat nous rend libres? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es libre? Oui, il n'y a pas photo. Oui, bien sûr. La liberté à plusieurs niveaux. D'abord, la liberté géographique. C'est-à-dire que
En fonction du business que tu fais, moi je travaille effectivement, j'ai du business en ligne, j'ai du business physique. Je suis beaucoup plus libre de mes mouvements. Ça, il n'y a même pas photo. Je veux dire, je ne demande pas une permission avant d'aller où que ce soit. C'est moi-même qui décide de mon agenda. Ce qui est juste génial. Je peux décider que demain, je vais être à Abidjan, la semaine d'après à Paris. Je n'ai pas besoin qu'un patron me dise que non, tu ne peux pas parce qu'il y a une réunion à tel endroit. Ça, c'est super important. Tu as la liberté aussi financière. L'un des gros avantages quand tu es entrepreneur, c'est que quelque part, c'est toi qui décides de tes revenus. Oui, il n'y a pas un patron qui te dit tu vas gagner 2 000 euros, 3 000 euros. C'est toi, avec ton intelligence, ton équipe, ta force de travail, ta stratégie, qui peut aller décrocher un mois 500 euros comme 500 000 euros en un mois. Ça dépend vraiment de toi. Donc, oui, tu es libre, mais cette liberté aussi est une responsabilité parce que beaucoup de gens aussi, parce qu'ils sont libres, ne se canalisent pas et se divertissent beaucoup trop. Et donc, du coup, ils ne sont plus efficaces et pertinents. La liberté devient un piège. D'accord. Juste pour revenir à cette notion de rentrer, investir en Afrique, tu as mis justement en place une initiative, je le dirais ainsi, Back to Africa, en octobre dernier. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement, de cette initiative? Pourquoi est-ce que tu l'as mise en place? Et quel était son contenu? Ou alors, quel est son contenu? J'ai créé Back to Africa pour créer un écosystème dans lequel toutes les personnes qui veulent faire du business en Afrique, ou font du business en Afrique, se retrouvent. C'est vraiment l'idée. La diaspora, on le voit aussi à la croissance de mon média, est très intéressée par la question africaine. Sinon, on ne progresserait pas autant. Les gens ne viennent pas là pour mes beaux yeux. Ils viennent là à cause de la thématique qu'on aborde. Et cette thématique les intéresse. Et j'ai voulu créer un endroit dans lequel on sort les gens d'Internet pour les amener à passer à l'action. Et pour ça, donc, justement, le forum Back to Africa, l'année dernière, qui était à sa première édition, avait pour but de mettre ensemble la diaspora et les gens qui font déjà les choses sur le continent. C'est pour ça que j'ai invité plusieurs entrepreneurs. Cette année, on va aller plus loin. C'est pour ça qu'on va sur 2 jours, déjà. On n'est plus sur un événement à plus de 1000 et quelques, on passe à 4000 personnes. Donc, ça n'a plus rien à voir. On va dans un lieu très prestigieux. Pratiquement le triple? Oui, on triple. Parce que l'année dernière, on avait des gens qui étaient assis au sol, à même le sol. Waouh! À même le sol. Et on a fait la promo de l'événement en un mois. En un mois. Donc, et beaucoup de gens ne sont pas venus. Et puis c'est comme d'habitude. Quand tu fais un premier événement comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont séduits en disant ça va ndem, ça va échouer son truc. Donc ils ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas s'associer à des bêtises et tout. Et ils attendent. Et quand ça marche, l'événement, on a dit non, en fait, ce que ce gars-là fait est sérieux, on va venir et on va donc cette année, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de monde. On a pris le pari d'aller effectivement au triple. On verra bien si on a eu raison. Mais là, au moment où je parle, on est à 4 mois, on a déjà pratiquement 1000 places parties. Wow. Donc on est dans une bonne lancée. Je suis pas inquiet, je pense qu'on va remplir. Mais l'idée de l'événement cette année, c'est d'aller un peu plus loin que l'année dernière. L'année dernière, c'était même pas l'entrée, c'était l'apéro. Voilà, c'était l'apéro. C'est fort ça. Cette année, on va beaucoup plus loin. Cette année, on va avoir des gouvernements, parce que là, on est en discussion avec plusieurs premiers ministères. Parce qu'on ne veut pas juste que les dirigeants viennent à Paris pour faire un voyage à Paris et dire qu'on était à Paris. Non, on veut qu'ils s'engagent. Parce que l'idée pour moi, c'est de dire que c'est absurde que ces FAO, quand ils viennent en Afrique, ils aient des facilités que la diaspora n'a pas quand elle rentre dans son propre pays. C'est absurde. C'est absurde. Il faut que nos dirigeants, qui créent ces conditions favorables aux investisseurs, créent des conditions pour la diaspora. De telle sorte que quelqu'un qui rentre de la diaspora puisse avoir un endroit où il peut aller créer son entreprise rapidement, mais aussi avoir des facilités fiscales et douanières. Déjà à minima pour pouvoir commencer à parler de business. Qu'il y ait aussi de la visibilité, parce que je me suis rendu compte quand même, en creusant, que nos États ont déjà prouvé beaucoup de choses, qui soit ne sont pas appliquées, soit sont juste inconnues. Et donc, peut-être que la première étape, c'est déjà que l'on sache, en fait, que si, par exemple, tu vas au Cameroun, il y a des zones dans lesquelles, aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu ne payes pas d'impôts. Pendant 5-10 ans, au Cameroun. Mais quand même, les Camerounais savent ça, très peu. Parce que nos pays ne communiquent pas assez sur les projets de loi de finances. Ça reste quelque chose qui est connu uniquement entre quelques sachants, quelques avocats, quelques personnes qui sont très intéressées par ces questions. Et les principaux destinataires, les investisseurs, ne sont pas au courant. Donc moi, je voudrais qu'au terme de cette édition-ci, que quelqu'un qui a bien cette édition puisse identifier clairement un secteur d'activité dans lequel il va aller investir. C'est pour ça que j'invite beaucoup plus d'entrepreneurs, mais j'invite aussi des gens dans l'univers des startups et de la tech, parce que je pense que c'est un univers qui est très négligé en Afrique et pourtant qui va faire énormément de fortune. Donc cette année, on va avoir dans l'événement 2 branches. Une branche PME qui va être chapeautée par Bertin Tchofo et une branche startup qui va être chapeautée par Rebecca Enonchon. 2 sommités dans leur domaine.
Et avec bien évidemment beaucoup d'autres profils. On invite beaucoup de gens qui viennent de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, des entrepreneurs qui ont tous énormément de succès parce que c'est un événement panafricain. Je ne veux pas rester à un événement camerounais parce que je suis camerounais ou ivoirien, parce que je vis en Côte d'Ivoire. Non, je veux vraiment un événement dans lequel tout le monde se reconnaît. C'est pour ça qu'on va voir tout le monde, l'ambassade de Madagascar, on va voir tout le monde pour dire à tout le monde, venez, c'est nous qui allons bâtir cette Afrique. Et chaque fois que je vois des ambassadeurs, ils tiennent tous le même discours. On attendait un événement comme ça parce que nous, on est surpris qu'il y ait une diaspora qui est prête à payer. La seule diaspora qu'on voit ici, c'est les gens qui viennent demander des aides. Donc, les dirigeants, en réalité, veulent aussi parler à cette diaspora, qui n'est peut-être pas très politisée, et qui peut venir faire du business simplement au pays, quoi. Et donc, nous, on veut créer cet écosystème avec les banques, bien évidemment, parce qu'on a plusieurs banques qui seront là pour créer l'espace de financement. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un monsieur qui me disait que lui, il veut venir pour recruter. Parce qu'il a besoin de plus de 100 profils, il n'en trouve pas du tout au Congo. C'est un directeur de banque. Donc on est en train de réfléchir, est-ce qu'on ouvre aussi cette partie-là pour les gens qui veulent venir recruter? Pourquoi pas? Donc c'est pour dire qu'on veut vraiment faire un écosystème, en tout cas pour le retour en Afrique. Parce que parfois, retourner en Afrique par un job, c'est peut-être un moyen plus soft de rentrer plutôt que de rentrer directement pour être à ton propre compte. Parfois, rentrer par un boulot qui te rémunère bien est une bonne base pour asseoir ton projet sur place et commencer à travailler. Donc tout ça fait que notre événement cette année va être vraiment historique, comme on aime le dire. Ça avait déjà été historique à la première édition. Malheureusement, je l'avais manqué. Je pense que cette fois-ci, je ne devrais pas la manquer. Tu as parlé de l'événement, mais il me semble également qu'il y a l'accompagnement de tous ceux et celles qui veulent rentrer en Afrique. Oui, on a créé derrière cet événement un programme lui-même qui s'appelle Back to Africa, dans lequel on forme les gens pendant 1 an à lancer leur projet en Afrique. D'accord. Donc cette année, on est avec la première promotion dans laquelle on a des gens qui sont en train de créer des cliniques en Afrique, des gens qui sont en train de créer des maisons pour revendre, des gens qui sont en train de créer des usines dans le textile, des usines dans la transformation des pierres. On a de très beaux projets qui sont en train d'être lancés ou développés sur le continent africain. Et on est très content de participer à ça. Et l'année prochaine, avec les résultats des premiers, je suis sûr qu'on va avoir encore plus de personnes qui voudront... En fait, le truc, c'est pas de dire juste aux gens, allez-y, parce qu'en 2 jours, tu n'équipes pas complètement les gens. C'est de leur créer un espace dans lequel, sur une période beaucoup plus longue, tu peux maintenant continuer le travail, bâtir, ainsi de suite. Et dans ce programme-là, on fait intervenir plusieurs experts pour venir répondre à certaines questions bien précises, les questions de financement, les questions de fiscalité, les questions juridiques. Bref, on essaie vraiment de créer un programme assez complet, quoi. L'année dernière, tu as fait cet événement avec, du moins à Versailles. Est-ce que Versailles, ça a représenté quelque chose pour toi ou c'est juste une coïncidence? Non, au début, ça a été une coïncidence parce qu'on cherchait une salle d'une certaine taille. Et honnêtement, quand tu commences à monter comment je vais dire ça, en nombre de personnes, tu n'as plus tant de salles que ça. Tu vois, quand tu as 300, 400, 500 tables, de toute façon, c'est normal. Hein. Plus tu montes et moins tu as de salles. Donc au début, oui, on est allé à Versailles parce que c'était une salle qui correspondait vraiment à ce que l'on recherchait en termes de standing, de capacité. Et puis il se trouve que Versailles avait un volet historique très intéressant que très peu d'Africains connaissent. Parce qu'à Versailles, l'Afrique a été divisée une 2e fois. Et chaque fois que je dis ça, les gens me disent, mais non, c'est pas à Versailles, c'est à Berlin en 1884. Je leur dis, oui, c'est vrai que le grand partage de l'Afrique a été fait à Berlin en 1884. Mais une fois que l'Allemagne a perdu la guerre, il a fallu lui récupérer ses anciennes colonies pour les repartager entre les autres, entre les vainqueurs de la guerre. Et ça s'est fait à Versailles. Et donc à Versailles, on peut dire qu'il y a eu un 2e partage de l'Afrique qui s'est fait. Parce que du coup, on a dû dire, bon, le Togo, le Cameroun, XYZ, vous allez maintenant arrêter d'être des colonies allemandes, vous allez devenir des protectorats français, des protectorats anglais, ainsi de suite. Et donc on a repartagé l'Afrique à Versailles. Et donc pour nous, c'était symbolique d'être en face du château dans lequel cet événement s'était tenu il y a de cela plus de 100 ans maintenant. Et cette fois-ci pour reconstruire, réunir, je dirais, l'Afrique et les Africains. Oui, effectivement. C'est-à-dire que là où on nous a divisés, on s'est retrouvés pour pouvoir être réunis. C'était un très beau symbole. Super. Et aujourd'hui, la 2e édition, ce sera toujours à Versailles ou alors ce sera... Non, Versailles ne peut plus nous... Versailles ne peut plus nous supporter. Là, on est trop grand maintenant. Non, cette fois-ci, on va au Palais des Congrès de Paris, monsieur. Wow. Porte de Maillot. Waouh! Ouais, c'est une salle gigantesque. Allez regarder ce que c'est que le Palais de Congrès de Paris. Parce que là, quand on dit aux gens que l'entrée, par exemple, pour cette année, l'entrée en promotion maintenant, c'est 400 €, il faut bien juste comprendre qu'on est sur un événement qui chiffre aux millions d'euros, quoi. Parce que quand tu as les chiffres, quand tu envoies le devis,
Explique-moi pourquoi il n'y a pas d'Africains qui vont faire des événements là-bas. Parce que c'est juste la crème de la crème qui vont là-bas. Mais c'est super cher. C'est super cher, mais c'est à la mesure de notre ambition. Parce que si on veut aussi... quand tu vas dans ce genre d'endroit, tu communiques tout de suite un message très clair. Et en plus, tu n'as pas d'aide. On ne reçoit d'aide de personne. Toutes les charges liées à l'événement sont financées par les billets et les stands. Parce que cette année, on a des stands. Donc, si tu as un business et que tu veux être visible devant la crème de la diaspora, il faut prendre un stand, quoi. Et comment vous contactez pour justement avoir des stands? On a un site, afrique-diaspora.com, sur lequel vous avez tous les détails, la possibilité de réserver des places. Ou alors vous nous contactez simplement sur contact@investir.pi. Enfin, par tous les moyens possibles, vous nous contactez. On a un site web et sur le site web en bas, vous avez les numéros de téléphone France, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Contactez France, ce sera plus simple pour savoir comment faire pour avoir une place. S'il en reste quand vous allez venir. Je pense qu'après cette présentation, ce serait difficile de ne pas être convaincu de vouloir venir à cette deuxième édition qui s'annonce être historique. Mais s'il y a quand même une personne qui hésite encore à venir, à prendre son billet, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Non, je lui dirais que pour moi, cet événement, je veux faire de cet événement un game changer, quelque chose qui change ta vie. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'en fait, nos vies sont changées quand on fait des rencontres. Ce sont les rencontres qui changent les vies, systématiquement. Rencontrer Bertin Thiofo a changé ma vie. Pour certains, rencontrer Philippe Simon a changé leur vie. Ce sont des rencontres qui changent des vies. Et moi, je veux faire de ce forum le lieu qui change des vies. Parce que quand tu viens à ce forum, tu vas rencontrer le partenaire business avec qui tu vas changer ta vie. Tu vas rencontrer le banquier qui va te financer et qui va changer ta vie. Tu vas rencontrer les opportunités parce qu'on va te présenter les meilleures opportunités sur le continent qui vont changer ta vie. C'est vraiment un événement qui change des vies, quoi. Donc, rien que pour ça, ose venir changer ta vie. Ose. On l'a très bien compris. Philippe, je vais te laisser conclure avec un message. Est-ce que tu as un message à adresser à ceux et à celles qui vont regarder cette vidéo? Ouais, un simple message de conclusion pour dire aux uns et aux autres que la vie est courte, les amis. La vie est courte et je pense que chacun de nous veut que sa vie compte. Je pense que la majorité d'entre nous veulent que leur vie ait un impact. Et ne soyez pas spectateurs de vos vies. Le temps passe et chaque jour qui passe est perdu parce qu'il est irrécupérable. Donc moi, j'invite vraiment le maximum de personnes à arracher le temps, à découvrir votre potentiel et à donner au monde la meilleure version de vous-même. Parce que la pire chose qui puisse arriver, c'est que vous viviez ici au milieu de nous et que vous ne nous donniez pas la plénitude de votre potentiel, de votre talent. Et c'est ce qui arrive malheureusement à la majorité des personnes, c'est que vous ne nous délivrez jamais la totalité de votre potentiel et c'est un gâchis. Donc venez découvrir votre potentiel avec nous ou ailleurs, et donnez votre meilleure version pour que le monde soit ébloui par votre talent et votre potentiel. Vous l'avez bien compris, le monde a besoin de votre potentiel. Et c'est la raison pour laquelle, sur la chaîne Wonder Show, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes afin de pouvoir vous éveiller, vous, à oser, à émerveiller le monde par votre potentiel, vous amener à avoir cette audace-là d'exceller. Merci à tous.